Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Vous avez écouté hier une introduction de Norbert Charny nous présentant l'œuvre de Eduardo Halfon. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir son roman Canción, dans sa traduction française par David Fauquemberg, puis dans sa version originale en espagnol, lu par Féodor Atkins. J'étais au Japon pour participer à un congrès d'écrivains libanais. En recevant l'invitation quelques semaines plus tôt, après l'avoir lu et relu pour être bien certain qu'il ne s'agissait pas d'une erreur ou d'une plaisanterie, j'avais ouvert l'armoire et y avais trouvé le déguisement libanais, parmi tant d'autres déguisements, hérité de mon grand-père paternel natif de Beyrouth. Je n'étais encore jamais allé au Japon. Et on ne m'avait encore jamais demandé d'être un écrivain libanais. Un écrivain juif, oui. Un écrivain guatémaltèque, bien sûr. Un écrivain latino-américain, évidemment. Un écrivain d'Amérique centrale, de moins en moins. Un écrivain des États-Unis, de plus en plus. Un écrivain espagnol, quand il était préférable de voyager avec ce passeport-là. Un écrivain polonais, une fois, dans une librairie de Barcelone qui tient absolument à classer mes livres dans le rayon dévolu à la littérature polonaise. Un écrivain français, depuis que j'ai vécu un temps à Paris et que certains supposent que j'y vis encore. Tous ces déguisements, je les garde à portée de main, bien repassés et pendus dans l'armoire. Mais personne ne m'avait jamais invité à participer à quoi que ce soit en tant qu'écrivain libanais. Et devoir me faire passer pour un arabe l'espace d'une journée dans un congrès organisé par l'université de Tokyo me paraissait peu de chose si cela me permettait de découvrir ce pays. Estaba en Japón para participar en un congreso de escritores libaneses. Al recibir la invitación unas semanas atrás y después de leerla y releerla hasta estar seguro de que no era un error o una broma, había abierto el armario y había encontrado ahí el disfraz libanés, entre mis tantos disfraces, heredado de mi abuelo paterno, nacido en Beirut. Nunca antes había estado en Japón y nunca antes me habían solicitado ser un escritor libanés. ¿Escritor judío? Sí. ¿Escritor guatemalteco? Claro. Escritor latinoamericano, por supuesto. Escritor centroamericano, cada vez menos. Escritor estadounidense, cada vez más. Escritor español, cuando ha sido preferible viajar con ese pasaporte. Escritor polaco, en una ocasión, en una librería de Barcelona que insiste en ubicar mis libros en la estantería de literatura polaca. Escritor francés, desde que viví un tiempo en París y algunos aún suponen que sigo allá. Todos esos disfraces los mantengo siempre a mano, bien planchados y colgados en el armario. Pero nunca me habían invitado a participar en algo como escritor libanés. Y me parecía poca cosa tener que hacerme el árabe durante un día, entonces, en un congreso de la Universidad de Tokio, si eso me permitía conocer el país. Comme avec Tamara dans Monastère, le narrateur partage un moment plein de gravité avec Aiko, à Tokyo. La dimension tragique est là.
avec Hiroshima en arrière-plan. Mais la séduction, la grâce, le désir sont présents. La vie l'emporte sur le chagrin et la souffrance. Un vieillard est entré dans la cafétéria et il est venu s'asseoir à côté d'Aiko, la saluant comme s'ils se connaissaient. Et j'eus la sensation que le vieillard venait s'asseoir tous les jours sur ce tabouret, à 7h de l'après-midi. « Je n'étais qu'une gamine », murmura Aiko, son genou dénudé touchant parfois le mien ou pas. Mais ce soir-là, j'ai compris mon grand-père. J'ai compris le pourquoi de son silence. J'ai compris que la bombe avait marqué pour toujours sa peau, non pas avec n'importe quel vêtement, non pas avec une chemise ou une veste, mais avec un des kimonos traditionnels qu'il avait hérité de son père et de son grand-père, un kimono qui n'existait déjà plus à l'époque. La bombe l'avait incinéré, dit Aiko. Plutôt, la bombe l'avait incrusté dans sa peau. L'homme aux cheveux hirsutes s'approcha de nous avec son siphon de café. Sans demander, il remplit de nouveau nos tasses. À côté d'Aiko, le vieillard avait la tête tournée vers moi et me dévisageait. « Hibakusha », reprit Aiko. « Ça veut dire personne bombardée », ajouta-t-elle. C'est comme ça qu'on désigne les survivants de l'explosion, parfois de manière méprisante et discriminante. D'ailleurs, les gens ne méprisent et ne discriminent pas seulement les survivants, mais nous aussi, leurs enfants et leurs petits-enfants, à cause de la peur que suscitent au sein de la population japonaise les possibles effets des radiations. Mais mon grand-père ne parle jamais de ce jour-là, dit-elle, et il ne montre jamais ses cicatrices en public. J'allais lui répondre que je comprenais bien le silence des grands-pères survivants, que je comprenais bien les marques qu'ils portaient dans la peau pendant le reste de leur vie. Mais je me contentais de finir mon café dans cet endroit confortable, plaisant, presque familier. Entró un anciano en la cafetería y se sentó al lado de Aiko, saludándola como si se conocieran, y a mí me pareció que el anciano llegaba a sentarse todos los días a ese mismo taburete, a esa misma hora de la tarde. Yo era solo una niña, susurró Aiko, su rodilla desnuda por momentos tocando la mía, o me la estaba imaginando. Pero aquella noche entendí a mi abuelo, entendí el porqué de su silencio, entendí que la bomba había marcado para siempre su piel, no con cualquier prenda de vestir, no con una camisa o un saco, sino con uno de los kimonos tradicionales que había heredado de su padre y su abuelo, y que ya ni siquiera existía. La bomba lo había incinerado, dijo Aiko, o más bien la bomba se lo había metido en la piel. El señor de pelo alborotado se acercó a nosotros con el sifón de café en la mano. Sin preguntar, volvió a llenar nuestras tazas. Al lado de Aiko, el anciano tenía la cabeza volteada hacia mí y me miraba directamente. Hibakusha, dijo Aiko. Quiere decir personas bombardeadas, dijo. Así se les dice a los sobrevivientes de la bomba, a veces con desprecio y discriminación. Pero se desprecia y discrimina no solo a los sobrevivientes, sino también a nosotros, a sus hijos y nietos, debido al miedo a los posibles efectos de la radiación. Por eso mi abuelo nunca habla de aquel día, dijo,
y nunca muestra sus cicatrices en público. Iba a decirle que entendía bien el silencio de un abuelo sobreviviente, que entendía bien las marcas que ellos luego llevan en la piel durante el resto de su vida, pero solo me terminé el café en aquel espacio cómodo, grato, casi familiar. Vous venez d'entendre 2 extraits de Canción d'Eduardo Halfon, traduit en français par David Fauquemberg et lu par Féodor Atkin. Demain, vous pourrez découvrir les nouvelles de l'auteur guatémaltèque en français et également en version originale. Tous les livres d'Eduardo Halfon traduits en français sont publiés par la maison d'édition La Table Ronde. Chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.